Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombage, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant le repas, la tonton qui soupire et qui s'écrie comme ça: à mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant: soyez sages. Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Quand on, devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles, au tribunal on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, qu'en mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant l'élut immédiatement chef du gouvernement. Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Civis Pacem, l'émission de l'Union pacifiste sur Radio Libertaire. Alors comme toujours, en période de guerre, et vous le savez, les pacifistes sont interpellés. Il s'agit bien sûr aujourd'hui de la guerre en Ukraine dont nous parlons et qui est présentée sur toutes les chaînes de télévision occidentales. Et cette guerre, nous l'avions déjà dit lors de l'invasion par la Russie, risque de durer longtemps. En décembre 2022, nous sommes au 10e mois du conflit et les perspectives de cessez-le-feu sont pratiquement nulles. La Fédération anarchiste, dès le 24 février 2022, faisait un communiqué qui avait pour titre « Face à l'invasion russe, solidarité internationale, stop à la guerre ». Notre combat pour construire un monde basé sur la solidarité, l'entraide et l'internationalisme est plus que jamais nécessaire. Nous appelons à lutter contre l'armée, et le SNU d'ailleurs, le Service national universel en France, contre l'armée qui nous pousse toujours vers de nouvelles guerres. Cette lutte de la Fédération anarchiste est en effet très utile, surtout lorsque j'ai lu sur le site qui s'appelle Le vent se lève, LVSL, un article de Wolfgang Streeck daté de novembre 2022 et intitulé « En Allemagne, la mort du pacifisme ». Il est écrit: malgré les horreurs de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah, puis par la partition de la guerre froide, l'Allemagne a longtemps été un pays pacifiste. Contrairement à la France, ça c'est ce que j'ajoute. En quelques mois, à peine la guerre en Ukraine a totalement rebattu les cartes, alors que le conflit présente un risque de dégénérer en guerre nucléaire, les discours appelant à la retenue et à la diplomatie passent désormais pour un soutien à la dictature de Poutine. Les Verts, pourtant historiquement pacifistes, sont à l'avant-garde de cette évolution inquiétante, fruit de décennies de soft power américain. Alors, si les Verts sont vent debout contre l'énergie nucléaire, ils semblent bien moins préoccupés par l'arme atomique, alors que la menace nucléaire dans le cadre du conflit en Ukraine est réelle. Les Verts n'hésitent en effet pas à participer pleinement à la surenchère guerrière qui fait monter les tensions. On parle toujours de ce fameux article sur
l'Allemagne. Pour eux, pour les Verts, le renversement du régime de Poutine est nécessaire afin de livrer ce dernier à la Cour pénale internationale de La Haye pour qu'il soit jugé. Pourtant, l'Occident se prépare à l'éventualité d'une guerre nucléaire. À la mi-octobre, l'OTAN a organisé un exercice militaire appelé Steadfast No, décrit par le Frankfurt Zeitung comme un entraînement, entre guillemets, un entraînement annuel aux armes nucléaires. L'exercice a réuni 60 avions de chasse de 14 pays et s'est déroulé au-dessus de la Belgique, de la mer du Nord et du Royaume-Uni. Face aux menaces russes, l'utilisation des armes nucléaires, explique le Frankfurt Zeitung, l'Alliance a activement et intentionnellement diffusé des informations sur l'exercice pour éviter tout malentendu avec Moscou. Selon Berthold Kohler, un partisan de la ligne dure en Allemagne, l'acquisition de l'arme nucléaire par l'Allemagne serait à la fois une assurance contre l'imprévisibilité de la politique intérieure américaine et de sa stratégie mondiale et une condition préalable à un leadership allemand en Europe. Disposer de la bombe permettrait en effet à Berlin d'être véritablement indépendant de la France et de renforcer ses liens avec les pays d'Europe centrale comme la Pologne. Alors dans cet article, on peut toujours lire sous le titre « Les écologistes anciens pacifistes sont devenus pro-guerre ». Ce qui est tout à fait étonnant, c'est le nombre de va-t-en-guerre qui sont sortis des rangs des pacifistes ces derniers mois en Allemagne. Certains se présentent comme des experts de l'Europe de l'Est, de la politique internationale et de l'armée, et estiment qu'il est de leur devoir d'aider le public à nier la réalité d'explosions nucléaires sur le territoire européen. En ce qui concerne les Verts, on peut également supposer que les hommes les plus âgés qui ont évité le service militaire en tant qu'objecteurs de conscience jusqu'à sa suspension, sachant qu'aucune génération précédente n'a autant grandi sous l'influence du soft power américain, de la musique pop, au cinéma et à la mode, en passant par une succession de mouvements sociaux et de modes culturels. Bien sûr, pour rallier les gens ordinaires à la cause, il faut concevoir des narratifs efficaces pour les convaincre que le pacifisme est soit une trahison, soit une maladie mentale. Soit une trahison, soit une maladie mentale. Il faut également faire croire aux gens que, contrairement à ce que disent les défaitistes, pour saper le moral des Occidentaux, la guerre nucléaire n'est pas une menace. Et pourtant, contrairement à ce que disent les Verts allemands, dans l'article de Wolfgang Streeck, daté de novembre 2022 et intitulé « En Allemagne, la mort du pacifisme », la question du nucléaire est bien présente dans le conflit russo-ukrainien. Il faut, pour s'en convaincre, lire l'ouvrage de Mark Endeveld intitulé « Guerre cachée, les dessous du conflit russo-ukrainien », publié au Seuil en juin 2022. Le journaliste d'investigation Mark Endeveld, dans son livre « Guerre cachée, les dessous du conflit russo-ukrainien », écrit « En déclarant la guerre, Poutine ne souhaite pas seulement une démilitarisation de l'Ukraine, il entend également mettre le holà à la volonté de souveraineté énergétique du président Zelensky. Au-delà de la question de l'OTAN, le dossier nucléaire est un casus belli pour Vladimir Poutine. Les pacifistes se posent toujours la question « Quels sont les buts de guerre de Vladimir Poutine ?» J'ai essayé de trouver une explication dans le livre « Guerre cachée, les dessous du conflit russo-ukrainien », publié en juin 2022, livre du journaliste d'investigation Mark Endeveld. Et j'ai préparé d'ailleurs un résumé pour une prochaine publication dans notre journal. Alors, voici ce que j'écris. L'Ukraine était, au temps de l'Union soviétique, la troisième puissance nucléaire mondiale après la Russie et les États-Unis. Elle possédait 1900 ogives, 176 missiles intercontinentaux, 44 bombardiers stratégiques avec 700 missiles, 2000 armes nucléaires. En 1994, le pays a accepté de livrer à la Russie tout son arsenal. C'est à cette date que le mémorandum de Budapest a été signé. Mark Endeveld écrit « En acceptant de se défaire de l'arsenal soviétique, chose faite en 1996, et de rejoindre le traité de non-prolifération qui vise à réduire le risque de l'arme nucléaire, l'Ukraine obtient de la Russie
des États-Unis, du Royaume-Uni, de la Chine et de la France des garanties sur sa sécurité, son indépendance et son intégrité territoriale. En 2014, la guerre du Donbass éclate. Marc Andevelle écrit « Dès mars 2014, Volodymyr Oryzko, ancien ministre des Affaires étrangères, fait valoir publiquement que l'Ukraine a désormais le droit moral et légal de rétablir son statut nucléaire. Un sondage dans la foulée montre que près de la moitié des Ukrainiens souhaitent un réarmement nucléaire. L'Ukraine cherche alors à se libérer de la tutelle de Moscou sur son industrie nucléaire. Elle se tourne vers les États-Unis pour qu'ils prennent le relais de sa filière électronucléaire avec la société Westinghouse. En août 2021, un accord de coopération américano-ukrainien prévoit la création par Westinghouse d'usines de fabrication de combustible nucléaire à Chnidny. Un mois plus tard, un protocole d'accord représentant potentiellement 30 milliards de dollars de contrats est signé par la firme américaine Energoatom, qui est la société ukrainienne, pour la construction de 4 réacteurs AP1000 en Ukraine. Et en novembre, un nouveau contrat est signé pour la réalisation à Khmelnytsky de 2 réacteurs AP1000 pour 10 milliards de dollars. Poutine reçoit cela comme un affront et une menace pour la Russie. En effet, avec Rosatom, leader mondial du combustible nucléaire, la Russie veut garder la haute main sur les centrales nucléaires ukrainiennes. Vladimir Poutine, il reconnaît l'indépendance des républiques du Donbass, déclare « Nous avons entendu dire que l'Ukraine voulait se doter de l'arme nucléaire. Pour l'Ukraine, se la procurer sera facile, d'autant plus si elle est aidée par l'étranger. Nous ne pouvons pas laisser ce danger réel sans réaction. » Plus que sur l'OTAN ou sur la question du Donbass, les accusations de Poutine portent alors sur le risque de prolifération nucléaire. Marc Andevelle le rappelle, les Ukrainiens comptent de nombreux scientifiques et disposent d'une vraie capacité industrielle en matière de construction de missiles qui pourraient à terme servir à porter des charges nucléaires. D'autre part, le réseau électrique ukrainien dépend en grande partie du nucléaire. Aidé par la société Westinghouse, l'Ukraine décide de déconnecter son réseau électrique du réseau russe et commence à le reconnecter sur le réseau européen. Marc Andevelde précise « À peine 4 heures après la déconnexion du réseau électrique ukrainien du réseau russe, les troupes russes franchissent les frontières de l'Ukraine. Même si l'invasion était, quoi qu'il en soit, programmée, ce nouvel épisode le prouve, Moscou entend garder la haute main sur le système électrique ukrainien. » Et il ajoute « Dès le début de l'invasion, la Russie fait du contrôle des principales infrastructures énergétiques, et notamment des centrales nucléaires, une priorité. » L'occupation de la centrale de Tchernobyl, avec ses déchets nucléaires dès le début de la guerre, puis de la centrale de Zaporijia, la plus grande d'Europe, qui fournit parfois en électricité la Russie, et enfin la destruction systématique des infrastructures électriques de l'Ukraine prouve que Poutine ne veut rien lâcher sur une industrie nucléaire ukrainienne. Le nucléaire est donc bien un enjeu de la guerre russo-ukrainienne. Pour la défense de cette industrie, des civils et des soldats meurent tous les jours. Et Marc Andevelde conclut « L'Europe apparaît plus impuissante que jamais face à ce conflit survenu à ses portes. Le réarmement se fait dans la précipitation et pour la plus grande satisfaction des industriels américains. » Makhnovchina, Makhnovchina, tes drapeaux sont noirs dans le vent, ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang, ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Par les monts et par les plaines, dans la neige et dans le vent, à travers toute l'Ukraine se levaient nos partisans. À travers toute l'Ukraine se levaient nos partisans. Au
printemps, les traités de Lénine ont livré l'Ukraine aux Allemands. À l'automne, la Makhnovchina les avait jetés au vent. À l'automne, la Makhnovchina les avait jetés au vent. Makhnovchina, Makhnovchina, armée noire de nos partisans qui combattaient en Ukraine contre les rouges et les blancs, qui combattaient en Ukraine contre les rouges et les blancs. L'armée blanche de Dénikine est entrée en Ukraine en chantant, mais bientôt la Makhnovchina l'a dispersée dans le vent. Mais bientôt la Makhnovchina l'a dispersée dans le vent. Makhnovchina, Makhnovchina, armée noire de nos partisans qui voulaient chasser d'Ukraine à jamais tous les tyrans, qui voulaient chasser d'Ukraine à jamais tous les tyrans. Makhnovchina, Makhnovchina, les drapeaux sont noirs dans le vent, ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang, ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Makhnovchina, Makhnovchina, les drapeaux sont noirs dans le vent, ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang, ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Vous êtes à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union pacifiste sur Radio Libertaire. Cette chanson de Serge Udger-Royo sur la Makhnovchina, cette révolte des paysans ukrainiens contre les armées d'occupation, armées d'ailleurs, armées blanches et armées rouges, nous replonge dans l'histoire de l'Ukraine, une histoire complexe et meurtrière qui refait surface à l'occasion du conflit actuel. Le souvenir de l'Holodomor ressurgit avec la guerre de Poutine. J'ai pu d'ailleurs le constater au cours de l'émission 28 minutes du 29 novembre 2022 sur Arte. Et on va passer à notre débat sur le tournant que pourrait prendre la guerre en Ukraine du fait de l'arrivée de l'hiver, du gel et de la neige en ciblant les infrastructures énergétiques. Est-ce que l'armée russe mise sur un affaiblissement physique et politique de l'armée et des populations, des civils? L'hiver peut-il changer tragiquement le cours de la guerre? On en débat après la mise au point de Sandrine Le Calvez. Moins 1 degré dans les rues de Kiev enneigées. La capitale ukrainienne est plongée dans le froid et dans l'obscurité le soir. L'armée russe a pilonné ces dernières semaines des infrastructures électriques. Des millions d'Ukrainiens dans tout le pays se retrouvent sans chauffage, comme cette jeune maman. Pour l'instant, on arrive à s'adapter aux coupures d'eau et de courant. Mais si l'électricité est coupée pendant une journée entière ou une semaine, là, je ne sais pas comment je ferai. Et la situation pourrait encore empirer. L'OTAN dénonce une attaque en règle contre les civils dans un pays où les températures peuvent descendre jusqu'à moins 20 degrés. Le président Poutine essaie maintenant d'utiliser l'hiver comme arme de guerre contre l'Ukraine. Oui. Et à propos de la destruction des structures énergétiques, on va voir des cartes qui sont extrêmement parlantes. Exactement, très éloquentes. Elles sont tirées de la NASA qui montrent donc des bombardements russes, l'impact des bombardements russes sur les coupures en électricité dans plusieurs grandes villes ukrainiennes. Regardez, tout d'abord Kiev et ses environs en septembre, puis aujourd'hui, avant et après les frappes russes. Voilà. Ensuite, on a 3 autres villes majeures d'Ukraine. Kherson, qui a été, on le voit, à l'est, reconquise récemment par les Ukrainiens. Mykolaïv et Odessa, là aussi, après des frappes contre des infrastructures énergétiques. Et on voit la luminosité, bien évidemment, qui n'est plus la même
avant et après. Et puis enfin, la ville martyre de Kharkiv, libérée aussi des Russes, plongée dans le noir aujourd'hui, contrairement d'ailleurs, on le voit, au nord-est de Belgorod, la ville toute proche, à une vingtaine de kilomètres de la frontière avec l'Ukraine. La mémoire collective ukrainienne, Christine Dugouin-Clément, il y a ce souvenir terrible de l'Holodomor, c'est-à-dire cette famine qui avait été provoquée par les Russes, on est dans les années 1930, qui a provoqué entre 2,6 et 5 millions de morts. Oui, c'est aussi ça l'imaginaire aujourd'hui de la Russie. On a fêté le 90e anniversaire de ces massacres. Oui, et de plus en plus d'États d'ailleurs le reconnaissent comme ayant été un génocide. Donc ça a été une opération qui a été organisée à l'époque par Staline pour créer une famine massive et qui a évidemment touché la population avec les chiffres que vous venez de donner et qui sont extrêmement importants. Se souvenir de l'Holodomor, Holod qui signifie faim ou famine et mort qui signifie extermination, ce souvenir désigne la famine organisée en Ukraine par le pouvoir stalinien il y a 70 ans, en 1932 et 1933. Ce souvenir est très présent aujourd'hui dans les médias occidentaux. Dans l'émission de France Inter La Fabrique de l'Histoire, l'historien Nicolas Welt rappelle ce qui s'est passé en 1932 et il le compare à la famine qui s'est passée en 1922, 10 ans plus tôt, mais qui était due essentiellement à la guerre civile qui sévissait en Ukraine après la Première Guerre mondiale. Nicolas Welt, qu'est-ce qui se passe entre cette famine de 1922 qu'on vient de décrire, donc moins centralisée sur le territoire ukrainien que celle de 1932-33 et celle-ci de 1932-33 ? Il se passe l'événement majeur qui est la collectivisation forcée des campagnes, c'est-à-dire au fond une véritable guerre déclarée par le régime stalinien contre la paysannerie. Ça commence quand, ça ? Ça commence fin 29, c'est le grand tournant, dans un contexte très particulier qui est donc d'abord de collectiviser les terres pour dégager des surplus qui allaient devoir permettre l'industrialisation à marche forcée du pays. Donc il fallait lever une sorte de tribut en nature sur les paysans qui jusqu'alors commercialisaient fort peu de produits et consommaient pour eux-mêmes. Dans un contexte où en Ukraine on est devant un paysage fait essentiellement de toutes petites propriétés, de micro-propriétés qui sont finalement très difficiles à centraliser pour lever facilement ce tribut. Oui, ce n'est pas seulement en Ukraine, c'est valable pour l'ensemble du système agricole soviétique, si on peut dire. Simplement, l'Ukraine, encore une fois, est la région la plus riche et donc stratégiquement la plus importante. D'ailleurs, la collectivisation complète était dirigée en premier lieu et de manière la plus urgente vers les zones les plus riches et les plus productives, l'Ukraine, mais pas seulement, les régions de la moyenne et de la basse Volga, la région centrale des terres noires, etc. Donc, ce sont des régions, encore une fois, économiquement et d'un point de vue agricole absolument stratégiques. Donc, ce sont là, sur celles-ci, que va porter le plus l'effort de collectivisation le plus rapide et accompagné évidemment de mesures répressives contre tous ceux qui s'opposent à la collectivisation qu'on nomme Kulak, mais cette étiquette recouvre un spectre extrêmement large de gens qui ne veulent pas de la collectivisation forcée des campagnes. J'ai cru comprendre en lisant Thomas Chopard que un certain Latsis, qui était le chef de la Tchéka ukrainienne au tout début des années 20, donc se voit envoyer des remontrances entre guillemets par Lénine au tout début des années 20 qui lui dit mais qu'est-ce qui se passe exactement, etc. Il dit on est en train de mettre en place, il faut empêcher justement ces paysans d'empêcher la production et surtout de la répandre pour que l'Union soviétique puisse grandir. Qu'en est-il à la fin des années 20? Ces paysans sont-ils si réticents que cela? Est-ce que c'est la propagande soviétique qui le dit ou est-ce qu'il y a effectivement un processus d'autocontrôle de ces paysans pour éviter qu'il y ait des surplus, pour faire en sorte qu'au bout du compte, on ne puisse pas venir réquisitionner trop de leurs biens?
À l'époque, il ne s'agissait pas de réquisitionner, mais justement, il y avait une ébauche de marché, avec des contraintes bien sûr, mais sous la NEP, sous la nouvelle politique économique instaurée par Lénine en 21 et qui au fond est un compromis avec la paysannerie, il y avait donc une ébauche de marché et les paysans ne voulaient pas vendre parce que les termes de l'échange leur étaient extrêmement défavorables, avec des produits manufacturés de plus en plus chers et des produits agricoles qui, dans ce faux marché de la NEP, étaient vendus à vil prix. Et à la fin des années 20, qu'en est-il ? Alors à la fin des années 20, Staline et son groupe qui l'emportent sur les autres fractions, notamment sur la fraction de Bouharine, emmenée par Bouharine, qui ne voulait surtout pas de cette collectivisation à marche forcée. Donc cette victoire politique de Staline se marque par un assaut contre la paysannerie et une collectivisation à marche forcée que Lénine avait abandonné, dont il avait abandonné l'idée face à l'opposition de la paysannerie, notamment fin 1920, début 1921. Et comment réagissent-ils à cette collectivisation, ces paysans qu'on va traiter donc de koulaks ? Eh bien, par un très grand nombre d'émeutes, de manifestations de masse, près de 14 000 pour la seule année 1930, selon les calculs faits par la police politique, mais avec une différence fondamentale par rapport à la période analysée par Thomas Chopard de la guerre civile, c'est qu'ils ne sont plus armés, ils n'ont plus d'armes en circulation comme dans les années de la guerre civile. C'est qu'effectivement pour l'historien, comment remonter dans cette histoire de la grande famine en Ukraine, alors que ceux même qui la déclarent ou qui la mettent en place, en tous les cas, les chefs de la police politique décident de taire justement cette mesure aux yeux du grand public. Bien heureusement, comme ça se passe souvent dans le fonctionnement du système, les mesures ne sont pas toujours appliquées et Dieu merci, pour l'historien, on a quand même pas mal de rapports de la police politique, mais pas seulement, des comités exécutifs, de soviets, de comités du parti, sur ce qui se passe pendant la famine, et surtout, bien sûr, les correspondances entre Staline et ses plus proches collaborateurs, notamment Kaganovitch, qui permet de voir ce que Staline et ses plus proches collaborateurs savaient de la famine et les mesures qu'il prenait pour, dans le cas de l'Ukraine en particulier, à partir d'un moment, aggraver la situation et utiliser la famine comme arme de la faim contre les réticences de la paysannerie à accepter le nouvel ordre collectif. Anaïs. Oui, parce qu'on va enterrer cette tuerie de masse indirecte jusque dans les années 80. Je crois que les Ukrainiens ne l'évoquent à nouveau qu'en 1987, il me semble, Nicolas Vert. Donc le chemin est très long jusqu'à ce qu'on retrouve cette histoire et également les sources qui viendront un petit peu plus tard pour pouvoir la traiter par les historiens. Oui, c'est une des grandes caractéristiques de cette famine. Thomas Chopard rappelait que celle de 1921-22 était internationalement connue et reconnue par le régime soviétique qui appelle à l'aide, et avec l'aide en particulier de l'American Relief Association, de l'ARA, tandis que la famine de 1932-33 est cachée et tue, et même Khrouchtchev, dans son rapport au 20e congrès en février 1956, ne parle pas de la famine. Mais c'est une des particularités, bien sûr, c'est-à-dire le silence autour de ce crime de masse. Dans ce livre Voix, donc de vive voix, que vous avez composé, Nicolas Vert, il y a la lettre d'un certain Cholokov à Staline et la réponse de Staline à Cholokov. Vous nous présentez Cholokov avant d'entendre cette lettre, justement ? Oui, Cholokov, c'est un des grands écrivains du réalisme socialiste, mais c'était aussi au fond, il était d'origine paysanne et
c'était aussi un habitant d'une stanitsa cosaque, d'un grand bourg cosaque, et il a écrit donc à Staline en mai 1933 cette lettre où il évoque la terrible famine et les exactions terribles des détachements au moment de la famine. Alors on a la lettre de Cholokov à Staline et on a tout de suite après la réponse de Staline à Cholokov. Voici les méthodes employées au cours de l'hiver dernier pour obliger les kolkhozien à remplir le plan de collecte. La méthode du froid. On déshabille le kolkhozien et on l'enferme au froid, tout nu, dans un hangar. Souvent on met au froid les kolkhoziens par brigades entières. La méthode du chaud. On arrose les pieds et les rebords des jupes des kolkhoziennes de kérosène et on y met le feu. Puis on l'éteint et on recommence. Dans le kolkhoze Napolovski, un certain Plotkin, plénipotentiaire du comité du district, forçait les kolkhoziens à s'allonger sur un poêle chauffé à blanc, puis il les déchauffait en les enfermant nus dans un hangar. Dans le kolkhoze Lebiagiensky, on alignait les kolkhoziens le long d'un mur et on simulait une exécution. Je pourrais multiplier à l'infini ce genre d'exactions. Ce ne sont pas des abus, non. C'est la méthode courante de collecte du blé. S'il vous semble, camarade Staline, que ma lettre est digne de retenir l'attention du comité central, envoyez donc ici de véritables communistes. Vous êtes notre seul espoir. Cher camarade Cholokov, j'ai bien reçu vos 2 lettres. L'aide que vous avez demandée a été accordée. Je vous remercie pour vos lettres qui révèlent une petite maladie de notre appareil et qui montrent qu'en voulant bien faire, c'est-à-dire désarmer nos ennemis, certains de nos fonctionnaires du parti s'en prennent à nos amis et peuvent même devenir franchement sadiques. Mais ces remarques ne signifient pas que je sois d'accord en tout avec vous. Vous voyez un aspect des choses et vous ne le voyez pas mal, mais ce n'est qu'un aspect des choses. Pour ne pas se tromper en politique, et vos lettres, ce n'est pas de la littérature, c'est de la pure politique. Il faut savoir voir l'autre aspect de la réalité. Et l'autre aspect, c'est que les respectés laboureurs de votre district, et pas seulement du vôtre, faisaient grève, faisaient du sabotage, et étaient prêts à laisser les ouvriers et l'armée rouge sans pain. Le fait que ce sabotage était silencieux et apparemment pacifique, sans effusion de sang, ce fait ne change rien au fond de l'affaire, à savoir que les respectés laboureurs menaient une guerre de sape contre le pouvoir soviétique. Une guerre à mort, cher camarade Cholokov. Une lettre de Cholokov à Staline et du camarade Staline à Cholokov, lue par Catherine Jarret dans votre ouvrage donc sur disque, Nicolas Werth, La grande famine en Ukraine. Qu'est-ce qu'on peut dire de cela? Est-ce qu'on sait ce qu'est devenu Cholokov d'ailleurs après avoir osé interpeller le camarade Staline? Il n'a pas eu trop d'ennuis. Il a continué à être membre de l'Union des écrivains de l'Union soviétique. Alors donc il dénonce ce qu'il voit, ça nous permet de savoir ce qui se passait, mais évidemment Staline lui dit ce sont quelques exemples isolés et de toute façon il faut bien faire un exemple pour pouvoir remettre ces gens dans le droit chemin en l'occurrence. Oui, Staline au fond dit le fond des choses, c'est-à-dire qu'il considère que les paysans qui ne remplissent pas le plan de collecte démesuré qui conduit évidemment à la famine, au fond sont des gens qui résistent et qu'il faut mater. Voilà, tout simplement, c'est le fond des choses. Et la particularité de la famine, notamment en Ukraine, à partir de l'automne 1932, c'est que Staline a décidé d'utiliser l'arme de la faim pour briser définitivement les résistances. Les résistances non seulement des paysans, mais également d'un très grand nombre de membres du parti, voire de cadres du parti, qui se rendent compte de la situation, qui savent que remplir le plan, c'est condamner des millions de gens à la famine, et qui refusent de remplir le plan. Et là, c'est une des particularités de la situation en Ukraine, c'est qu'il y a une opposition non seulement des paysans, mais des cadres du parti, de l'intelligentsia, etc. Et c'est ce mouvement que la famine et les répressions qui vont parallèlement avec la famine, il y a plus de 150 000 personnes arrêtées à la fin 1932, début 1933 en Ukraine, qui constituent au fond le fond de l'affaire.
Жил я с матерью и батей, на Арбате здесь бы так, а теперь я в медсанбате, на кровати весь в бинтах. Что нам слава, что нам Клава, медсестра и белый свет. Помер мой сосед, что справа, тот, что слева, еще нет. И однажды, как в угаре, тот сосед, что слева мне, вдруг сказал: послушай, парень, у тебя ноги-то нет. Как же так, неправда, братцы? Он, наверное, пошутил. Мы отрежем только пальцы, так мне доктор говорил. Но сосед, который слева, все смеялся, все шутил. Даже если ночью бредил, все про ногу говорил. Издевался, мол, не встанешь, не увидишь, мол, жены. Поглядел бы ты, товарищ, на себя со стороны. Если б был я не калека и слезал с кровати вниз, я б тому, который слева, просто глотку перегрыз. Умолял сестричку Клаву показать, какой я стал. Был бы жив сосед, что справа, он бы правду мне сказал. Après cette chanson de Vladimir Vysotsky, on peut rappeler que les autorités soviétiques ont toujours nié l'Holodomor et même détruit les archives locales. Rien n'évoque l'Holodomor dans le rapport Khrouchtchev de 1956 et il faut attendre la fin de l'URSS en 1991 pour que l'Holodomor soit reconnu. Mais lorsque Poutine est revenu au pouvoir, l'Holodomor a été de nouveau nié. Et le 20 octobre 2022 à Mariupol, l'armée russe a détruit le mémorial dédié à l'Holodomor. À l'époque de Staline, on usait de la faim pour faire plier les Ukrainiens. Aujourd'hui, Poutine brandit la menace du froid. Il ne s'agit plus maintenant, bien sûr, de s'attaquer aux paysans, mais il faut s'attaquer aux citadins, pour lesquels, bien sûr, l'électricité est absolument vitale. Et ce sont aujourd'hui des journalistes d'investigation comme Mark Endeveld, auteur de, je le rappelle, Guerre cachée, les dessous du conflit russo-ukrainien, des journalistes comme Mark Endeveld qui peuvent nous aider à comprendre quel est l'enjeu de ce nouveau conflit entre la Russie et l'Occident. Dans les années 1930, un journaliste gallois, Gareth Jones, dénonçait le premier dans la presse occidentale l'Holodomor organisé par Staline. C'est cette tragédie d'ailleurs qui a inspiré le roman de George Orwell, La ferme des animaux. Et la réalisatrice Agnieszka Holland raconte l'histoire de ce journaliste Gareth Jones dans son film intitulé L'ombre de Staline. La réalisatrice est interviewée en janvier 2022 dans l'émission La Grande Table du vendredi de France Culture. La Grande Table. Olivia Gesbert. Dans l'Europe de l'entre-deux-guerres, l'ombre de Staline suit le journaliste britannique Gareth Jones, interprété par James Norton, dans sa quête de vérité, jusqu'en Russie, puis en Ukraine, où il cherche à savoir si le miracle économique soviétique vendu par Staline est vrai, et à quel prix se fait ce passage à la modernité. Bonjour Agnieszka Holland. Bonjour. Merci d'être avec nous. Pourquoi vous avez accepté ce scénario de l'américaine Andrea Chalupa? Qu'est-ce qui vous a convaincu? D'abord, quand je connaissais le sujet, j'ai hésité un peu parce que quand j'ai fait 3 films sur l'Holocauste, je me suis dit que j'ai passé assez de ma vie avec les horreurs du XXe siècle. Et après, en lisant le scénario, d'abord, je me suis dit que ce crime contre l'humanité commis par Staline, comme d'ailleurs beaucoup de crimes communistes, est très mal connu et oublié, pardonné dans certaines façons que, contrairement aux crimes d'Hitler, ces crimes communistes sont sortis de la conscience globale. Les gens les connaissent pas. Ils ont oublié complètement l'ampleur des prix qu'il a fallu payer pour cette idéologie. Et je pense que d'abord c'est très injuste à propos des victimes de ces crimes. Dans la grande famine en Ukraine, on parle de 4 à 9 millions de morts. On ne sait pas combien ils étaient. Et après, je pense que c'est aussi dangereux pour le présent et pour l'avenir, que si on ne tire pas des leçons des passés, on risque de les répéter. Et après, le personnage de Gareth m'a fasciné parce que je suis fascinée depuis longtemps par les personnages qui choisissent courageusement le bien, au prix de sa vie souvent. Et surtout si c'est un journaliste, si c'est un lanceur d'alerte,
je trouve que c'est une figure qui, dans notre temps, est extrêmement nécessaire. Que la question se posait sur la vérité, sur le journalisme, sur le devoir des médias, sur la honnêteté et objectivité des rapports des journalistes. C'est quelque chose que je trouve très, très, très actuel. Les fake news, la manipulation de la propagande, la facilité avec laquelle on distribue les mensonges et à quel point les gouvernements, les hommes politiques sont lâches et ils produisent ces mensonges ou ils acceptent ces mensonges parce que c'est plus commode, c'est plus commode, c'est plus opportuniste. Et l'indifférence de gens, l'indifférence d'opinion publique aussi, c'est quelque chose qui me sidère. Et ces trois facteurs étaient réunis dans l'histoire de Gareth Jones et la famine en Ukraine. Je pense qu'il se passe aujourd'hui dans notre monde. Voilà, parce que c'est un film, une histoire qui joue sur les oppositions, pas manichéennes, qui sont réelles. Hein. À la fois, vous l'évoquiez, celle de la vérité et celle de la raison d'État. Celle de deux figures du journalisme, et on va y revenir, celle aussi de deux figures historiques, parce qu'on est dans l'entre-deux-guerres, et il y a l'ombre d'Hitler et celle de Staline qui sont omniprésentes. On ne les voit pas, mais derrière eux, il y a deux mondes qui se dessinent. Vous venez de l'évoquer, Agnieszka Holland, ce film, il est dans la continuité quand même de votre filmographie d'Amère récolte à Europa, puis Sous la ville. Vous racontez une fois encore l'histoire de cette Europe meurtrie par la guerre et par les idéologies. Là, comment décrire cette Europe de 1933 année où ce journaliste va faire le voyage vers la Russie et l'Ukraine, l'ambiance très particulière de cette période où la paix ne semble tenir qu'à un fil. Il faut voir le contexte, ça veut dire les années 30, le début des années 30, c'est d'abord seulement une douzaine d'années après la Grande Guerre, qui a totalement bousculé l'Europe surtout, qu'elle a montré aussi que le capitalisme donne pas la réponse à grande question de la modernité. Et la crise économique dans les années 20 a renforcé ces sentiments. Et voilà, il y a des réponses à cette angoisse, à cette désillusion. D'abord, c'est Hitler. La première réponse, c'est d'essayer de faire que rien s'était passé. C'était la stratégie de démocratie occidentale. Après, il y a Hitler, avec cette idéologie d'inclusion, où seulement l'Allemagne compte, seulement la race aryenne compte. Et après, il y a le communisme, réalisé par Lénine après Staline en Union soviétique, qui pour beaucoup des intellectuels, des artistes, mais aussi les gens ordinaires, les ouvriers, c'est un espoir, le seul espoir pour sortir de cette crise profonde. Et pour accepter la vérité de ce communisme, on se fait aveugle aux informations venant de là-bas, qu'en vérité, c'est pas un paradis et que ce sont pas les lendemains qui chantent. Mais on comprend les gens qui repoussent cette vérité ou qui pensent qu'en tout cas, le défi est si grand qu'il faut payer par le sacrifice pour avancer. C'est-à-dire qu'il y a deux versions qui vont s'opposer sur ce qui se joue là-bas, celle de Gareth Jones, qui est inconnu des lecteurs, qui est un pigiste, mais qui est déterminé à révéler la vérité, celle qu'il a découverte et vue de ses propres yeux, et celle de Walter Duranty, qui est correspondant du New York Times à l'époque à Moscou, qui a eu un prix Pulitzer, donc est un journaliste reconnu, établi, et qui va couvrir avec ses articles et ses équipes la propagande soviétique et la relayer. Est-ce qu'il incarne pour autant, à vos yeux, si on replace ça dans le contexte historique, Agnieszka Holland, la figure du journaliste corrompu, ou est-ce qu'il n'est pas aussi avalé par quelque chose qui semble plus grand que lui, c'est-à-dire l'envie de défendre une idéologie, et les idéologies sont fortes à l'époque. C'est en tout cas comme ça que lui présente ses positions.
Oui, Duranty, c'est un personnage très intéressant et très contradictoire parce qu'en même temps, il était corrompu. Hein. C'est assez évident aujourd'hui quand on connaît tous les contextes de ses actions et des profits qu'il a eu en travaillant pour Staline d'une certaine façon. Mais les excuses qu'il a sorties, s'ils étaient sincères ou non, c'est pas à moi de juger, étaient qu'il faut les faire comme ça. Après, il y a une jeune journaliste, Ada Brooks, qui aide Garrett dans son investigation. Et elle est très idéaliste, mais elle pense vraiment qu'il faut supporter le communisme parce que c'est ça la seule solution en face de Hitler. Et après, il y a George Orwell que Garrett rencontre après son retour de Russie. Et qui ne veut pas croire que tout que Garrett dit est vrai. Ça veut dire qu'il y a trois réactions en face de la réaction de Garrett qui est très, très simple. Ça veut dire il n'entre pas dans la philosophie politologique. Il dit le journaliste, c'est une profession noble où le seul devoir, c'est rapporter les faits comme ils sont, peu importe l'agenda politique ou idéologique. Je pense que c'est la question que beaucoup de journalistes aujourd'hui se posent dans les pays si fracturés, si polarisés, comme par exemple les États-Unis ou la Pologne ou le Royaume-Uni. Et beaucoup se demandent, comme vous et votre caméra d'ailleurs, qu'est-ce que j'aurais fait à ce moment-là? Est-ce que j'aurais été aveugle ou est-ce que j'aurais su ouvrir les yeux et avoir le courage de transmettre cette vérité-là, hein? Oui, voilà. Je me pose cette question aussi. Hein. C'est pour ça que vous faites des films. Et c'est pour ça que d'autres ont fait des livres. Vous évoquez George Orwell, figure qui est présente dans le film à travers celle de l'écrivain en ouverture, en fermeture. Il est en train d'écrire La ferme des animaux, livre paru en 1945. Cette fable qui permet aussi de raconter d'autres vérités. Pourquoi ce livre est le deuxième niveau de fiction dans votre film, Agnieszka Holland? Quand je lis le scénario d'Andrea, déjà le personnage d'Orwell, cet niveau de ferme des animaux existait, ça m'a séduit. Ça veut dire, j'ai trouvé tout de suite certains rapports très personnels avec cette procédure. À ce que je pensais aussi que ça donne à tous les récits un côté un peu métaphorique ou symbolique. Mais il y avait des raisons tout à fait personnelles, surtout pour Andrea, qui a écrit le scénario. Elle est une jeune journaliste américaine, très engagée aussi politiquement. À cause de ça, de choisir Garrett comme le personnage principal était pour elle un choix très, très personnel et excitant. Mais elle est d'origine ukrainienne et son grand-père est un des survivants de Holodomor, de cette grande famine, et aussi un des témoins principal devant le Congrès américain qui a reconnu ce crime-là comme le crime contre l'humanité. Et son grand-père, qui lui a raconté beaucoup des histoires concernant le Holodomor, il était après la guerre dans un camp de personnes déplacées parce qu'il était pris en otage par les Allemands comme les soldats soviétiques. Ils étaient avec beaucoup des Ukrainiennes qui n'ont pas voulu d'entrer dans son patrie parce que c'était trop dangereux pour eux. Et exactement par hasard, ils ont trouvé le petit bouquin de George Orwell, la ferme des animaux. Ils ont lu, ils étaient bouleversés, ils ont pensé que c'est l'air de l'histoire, que ce livre raconte leur expérience, et ils l'ont traduit en langue ukrainienne. Et comme ça, c'était la première édition étrangère qui a apparu de ce livre. C'était dans cette langue. C'est-à-dire, il y avait un rapport entre Orwell par hasard. Orwell aussi était inspiré par l'histoire de la famine, ça on le sait. Aujourd'hui, comment vous regardez la situation en Ukraine? Est-ce qu'on est encore dans l'héritage de cette histoire-là, de celle que vous racontez dans votre film? Oui, assurément. L'Ukraine maintenant est en train de se bâtir l'identité nationale parce que c'est quand même un pays qui était né il y a 30 ans.
Depuis 5 ans, 6 ans, c'est la guerre. Ça veut dire cette guerre-là qui est à l'est d'Ukraine est très très présente dans des familles, dans les esprits des gens. Et cette guerre-là, ça veut dire la situation dans le Donbass ou dans les régions comme ça, c'est un peu les conséquences de la grande famine, parce que c'était dans ce territoire-là que le plus grand nombre de paysans ont péri pendant cette famine. Et les villages étaient vides, complètement vides. Et ils étaient peuplés par Staline avec les migrants russes. Ça veut dire l'équilibre ethnique de la population a changé et maintenant cette fracture qui existe en Ukraine, c'est à partir la fracture qui était faite par la famine. À part de ça, bien sûr, il y a des séquelles très profondes dans la société, dans les familles, parce que la famine, en plus, on ne pouvait pas en parler. C'était quelque chose, c'était un trauma refoulé, pas travaillé vraiment. Aujourd'hui, quand je rencontre quelqu'un d'Ukraine qui regarde mon film, il éclate tout de suite en larmes. Ça, même les gens très très jeunes, ça veut dire ça va par les générations et ça ressort comme ça. Je suis fière que je l'ai fait parce que je pense que pour les gens là-bas, c'est un film très très important. Je pense que ça aussi montre à quel point ils étaient solitaires à l'époque, et à quel point aussi ils sont solitaires aujourd'hui. Le monde est rond comme $1 sur des galaxies par millions. Il faut avouer qu'on est vénard de vivre au soleil du pognon. On se dort sous les rayons comme un article en magasin. On se jette au fil des saisons, on se vend au gré des besoins. Le monde est beau comme un désert, les pauvres sur le sable fin. C'est le luxe de la misère et des pays qui meurent de faim. On a le nez vers la lumière, ébloui par tant de bonheur. On en oublierait la manière dont les crémiers ont fait leur beurre. Le monde est gai comme un pinson, une clé d'or à la portée. Il s'écrit partout des chansons, c'est le monde des variétés. Danse et chante partout la joie, c'est un spectacle permanent. Il importera toutefois que la caméra ait du talent. Nos princes héritiers de Midas ont modernisé la pratique qui consiste, c'est dégueulasse, à transformer les larmes en fric. Et baignant dans cet océan d'une incomparable richesse, nous invite à en faire autant, c'est bien là que le bas nous blesse. Si vous croyez qu'on est content avec ce que vous proposez, c'est que vous ne sortez pas souvent de vos milieux, de vos quartiers. Si vous croyez qu'on est heureux avec ce que vous promettez, vous vous mettez le doigt dans les yeux, un peu plus loin que vous pensez. Vous êtes à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union pacifiste sur Radio Libertaire, et après cette chanson des chanteurs livreurs, nous reparlons des crimes de guerre qui ont lieu malheureusement dans tous les conflits,
dans de nombreux pays et encore aujourd'hui en Ukraine. Les conflits sont souvent le résultat de causes historiques qu'il est intéressant de connaître si l'on cherche bien sûr à éviter les affrontements armés, ce qui est le cas bien sûr des pacifistes mais pas toujours des profiteurs de guerre. Alors des journalistes comme Gareth John en 1932 au sujet de l'Holodomor ou en 2022 Mark Endeveld au sujet des armes nucléaires, ces journalistes peuvent nous éclairer, mais c'est aussi les historiens qu'il est utile de lire. Alexandre Skirda, historien spécialiste de la Russie et de l'Ukraine. Il faut dire que son père était ukrainien, sa mère était russe, malheureusement décédé en 2020, avec lequel j'ai eu la chance d'ailleurs de réaliser 2 films, l'un sur le premier communiste français devenu anarchiste Marcel Baudy, et l'autre sur le libertaire suisse André Bösinger. Alexandre Skirda a écrit des livres sur Nestor Makhno, Kronstadt, les anarchistes russes. Il a participé aussi à l'émission Trou Noir de nos amis Serge et Monique au sujet de son livre Les Russies inconnues. Cette émission Trou Noir a été enregistrée en 2014, au début donc de la guerre du Donbass. Elle a été rediffusée en 2022 et dans cette émission, Alexandre Skirda retrace l'histoire mouvementée et ensanglantée de l'Ukraine depuis de nombreux siècles. On peut d'ailleurs l'écouter à nouveau sur le site de l'émission Trou Noir. Mais je vais vous en faire entendre quelques extraits qui me semblent très intéressants pour mieux comprendre les enjeux de la guerre actuelle en Ukraine. C'est-à-dire, c'est un territoire qui est aux confins de l'Europe et de l'Asie, qui touche le Caucase, et qui présente la particularité d'avoir été la voie de pénétration de toutes les invasions qui sont arrivés en Europe. C'est-à-dire la plupart des peuples actuels sont passés par là. Ça, c'est important de le signaler. Oui. Et donc, c'est un territoire, comme tu as dit, un peu plus grand que celui de la France, qui est partagé en 2 par le grand fleuve Dniepr. Alors, c'est pour ça qu'on parle, quand on parle de l'Ukraine, on parle de l'Ukraine occidentale, c'est-à-dire la rive occidentale, c'est-à-dire celle qui va vers la Pologne, et de l'Ukraine orientale, celle qui va vers le Caucase, par exemple. Donc, et c'est très différent par son évolution historique. Et il faut donner des repères géographiques et historiques, parce qu'actuellement, il y a une sous-information incroyable, flagrante, dans tous les médias sur ce problème. On dirait que c'est tombé du ciel il y a quelques années. Alors, il faut commencer. Je veux dire, je suis bien outillé pour ça, parce que je viens de terminer un ouvrage que j'ai appelé Les Russies inconnues, à savoir la Rousse, la Moscovie, la Biélorussie, l'Ukraine et l'Empire russe, sur 10 siècles, c'est-à-dire de 862 à 1861, jusqu'à l'abolition du servage. Et j'ai traité longuement, évidemment, l'Ukraine. Alors, à l'origine, il y a, un ensemble qui s'appelle la Rousse, qui vient d'un surnom qu'on avait donné aux marchands vikings, enfin, ce qu'on appelait les Varegs, les rameurs. Et c'est resté comme dénomination des habitants et du territoire, la Rousse. Et ça recouvrait les actuelles Biélorussie, Ukraine et Russie, principalement. Donc, oui, c'était un territoire immense, en fait. Oui, qui était peuplé donc d'une population d'un certain nombre de tribus slaves homogènes, à partir du 3e, 4e siècle de l'ère chrétienne. Mais sont passés par là également les Goths. Les Goths, avant d'envahir l'Italie et l'Europe occidentale, ont séjourné plus d'un siècle, siècle et demi dans cette région, à la recherche d'un climat plus bénéfique que le leur. Et donc, ça a joué un rôle important. Ils ont abattu l'Empire romain, il ne faut pas l'oublier. Donc, ensuite, il y a eu comme population, il y a eu les Scythes, qui sont qui remontent à l'Antiquité, qui étaient en contact avec les Grecs. Il faut signaler que la Grèce s'est ravitaillée en blé depuis bien avant même l'ère chrétienne.
Oui, parce qu'il y a une zone de terre, de plaine fertile, c'est assez importante. Oui, ce qu'on appelle le tchernosium, des terres noires qui sont extrêmement fertiles. Et donc, depuis des temps immémoriaux, ils ont ravitaillé la Grèce, qui avait installé des comptoirs sur le pourtour de la mer Noire, sur le rivage de l'Ukraine actuelle. Mais à l'époque, c'était des comptoirs grecs. Et en Crimée, pareillement. La Crimée a été peuplée par les Grecs, par la suite par les Arméniens. Parce que les Tatars ne sont pas les habitants d'origine. C'est ça qu'il faut comprendre. Oui, c'est des envahisseurs, vers le XIIe ou XIIIe siècle. Oui, oui, voilà. Alors donc, les habitants d'origine, bon, il y avait certainement des Slaves, mais surtout des Grecs, Arméniens, et des Caraïbes, c'est-à-dire des Juifs dissidents hérétiques, c'est-à-dire dissidents du judaïsme officiel, qui étaient quand même relativement nombreux à l'époque, qui ensuite ont migré vers la Pologne et la Lituanie. Alors donc, ça c'est un repère historique. Au 6e, 7e siècle, les Slaves apparaissent vraiment et ont des relations même conflictuelles avec Byzance. Byzance, c'est l'empire romain d'Orient, on oublie toujours de signaler, qui a duré quand même 1000 ans. Et donc, qui est la capitale du monde civilisé à l'époque. Et jusqu'à ce que surviennent les Varegs, c'est-à-dire les Vikings, qui étaient à la fois marchands et guerriers, et qui, le long des cours fluviaux, enfin des grands fleuves... Oui, ils avaient des bateaux. Oui, voilà. Des bateaux qui les mettaient en relation avec Byzance, à partir de la Baltique. C'est-à-dire que... Ils arrivent vers le 9e siècle, c'est ça? Oui, le 9e siècle. Alors, il y avait il y avait le point de départ, c'est Novgorod, c'est-à-dire, littéralement, ça veut dire la ville neuve, et Kiev, qui était le terminal. Et donc, ils se sont pas emparés, ils se sont mis au service, comme mercenaires, des cités qui étaient situées le long de ces fleuves. Mais peu à peu, par la suite de rivalités entre eux et autres, ils ont réussi à s'imposer à la population. Donc, c'est devenu un lieu de transit, de commerce, florissant, donc. Florissant, dont en particulier des esclaves que j'ai traités précédemment. Dans ton bouquin, tu parles largement de cette zone. Oui, mais ça, c'est complètement ignoré par les historiens officiels. Les mercenaires vikings, qu'on appelait Varig, avaient des chefs de guerre qu'on appelait les princes, kniaz. Et ils se sont, pour mieux asseoir leur pouvoir, ils se sont convertis à la religion orthodoxe de Byzance en 987. Et là, évidemment, les choses ont évolué. C'était une concurrence pour les princes. Alors, ils ont voulu s'en débarrasser au moyen de leur conflit. Et ensuite, comme ils ont été complètement incapables de s'opposer à l'invasion mongole, parce qu'ils avaient une puissance militaire importante, mais ils étaient inférieurs en stratégie et en qualité guerrière par rapport aux Mongols. Donc ils ont été laminés. Alors qu'est-ce qu'ils ont trouvé de mieux? De se mettre au service des Mongols, pour se faire attribuer le pouvoir sur les cités conquises. Et il y en a un parmi les autres qui a été le plus malin ou le plus crapuleux, on peut dire, c'est le prince de Moscou. Et il a, à force de corrompre et autres, les Mongols et autres, il s'est approprié un grand territoire de nombreuses cités russes qu'on a appelé la Moscovie. D'accord. Voilà, ça se passe à partir du XIVe siècle. D'accord. Alors, un de ses descendants, au siècle suivant, va éliminer les Mongols, vers la fin du XVe siècle, mais continuera à payer le tribut. Parce qu'il y aura toujours les menaces d'invasion mongole et tatare, parce que les Tatars sont une composante des Mongols, qui est devenue autonome au XIVe siècle, et qui en plus s'est convertie à l'islam.
Alors donc, c'est pour cette raison qu'ils font du rapt et du commerce d'esclaves chrétiens, sans aucun état d'âme. Voilà. Alors donc, on arrive au XVIe siècle. Là, il y a le grand prince de Moscou, Ivan IV, qu'on a surnommé Ivan le Terrible, qui autoproclame tsar, et avec la bénédiction de l'Église d'ailleurs. Entre-temps, Constantinople était tombé, donc Moscou avait récupéré un peu le titre de défenseur de la religion orthodoxe, ce qui lui donnait une grande influence. Et lui, il va mener la guerre contre les Mongols. S'étaient divisés en khanats, c'est-à-dire en petites principautés, en principautés, et ils vont en éliminer 2, d'Astrakhan et de Kazan. Et donc, grâce aux armes à feu, c'est-à-dire l'artillerie, les mousquets et tout, et des mercenaires italiens, allemands et autres, alors que les Mongols faisaient toujours usage de flèches, d'arcs, principalement. Donc, la Moscovie va connaître une ascension. On arrive... mais c'est un tsar extrêmement criminel, il fait plein de massacres et tout. Et finalement, quand il meurt, il tue même son fils dans un excès de colère. Quand il meurt, il y a un tsar qui lui succède, Boris Godunov, qui est d'origine tatare d'ailleurs, mais converti à l'orthodoxie, et qui est lui-même éliminé, au début en 1604. Et là, il y a un temps des troubles. C'est-à-dire, il y a le roi de Pologne qui se présente comme candidat pour le trône du tsar. Il y a même le roi de Suède qui est candidat. Et donc, il y a une sorte de guerre civile. Et c'est quand même la religion, l'orthodoxie qui l'emporte. Et grâce à ça, je veux dire, est instituée la dynastie des Romanov en 1613. On choisit un jeune de 16 ans, parce qu'on pense bien le manipuler, tout ça. Et seulement, il grandit, et c'est lui qui manipulera la langue. Parallèlement à ça, il y a eu l'Ukraine, donc, qui était une terre qui avait été envahie, pillée, conquise par les Mongols. Mais, peu à peu, il y a une puissance montante, la Lituanie, qui était plus à l'ouest, mais qui était assez forte militairement, qui refoule les Mongols et qui récupère ses territoires, par exemple l'Ukraine occidentale. Seulement, elle conclut une alliance matrimoniale avec le roi de Pologne. Alors, il y a un royaume lituano-polonais qui s'institue et qui récupère ces terres de l'Ukraine occidentale. Donc déjà à cette époque-là, on voit quand même une influence à l'Est, une influence à l'Ouest, récupération de terres, etc. Donc ce qui se passe aujourd'hui, ça il y a eu des précédents. D'ailleurs, sous le joug mongol, une partie de la population avait migré vers le nord, c'est-à-dire vers la Moscovie, disons. C'est là. Ensuite, au fur et à mesure où les Mongols ont été éliminés, elle est revenue. Mais en Ukraine centrale, c'est-à-dire Kiev, et orientale, il y a un territoire qu'on appelle à l'époque la Tartarie, parce que bon, ils contrôlent d'ailleurs le littoral de la mer Noire, et puis ils font des rafles, tout ça. Mais un mouvement d'autodéfense de la population s'organise, qui prennent le nom de Cosaques. Le roi de Pologne a converti en Cosaques une partie de la population qui est devenue donc, qui a un statut supérieur à celui des paysans. Mais les autres paysans qui ne sont pas cosaques, qui dépendent des manias, là, des grands propriétaires polonais, veulent s'en libérer et devenir cosaques également. Alors c'est ça, en quelques mots, l'origine des guerres civiles qui vont s'en suivre. Là, ça sera cosaque officiel contre cosaque officieux, si on veut. Et à tel point qu'il y aura ce qu'on peut appeler une guerre de libération nationale à partir de 1648. Et ça va engendrer des guerres terribles encore, jusqu'à Pierre le Grand, début XVIIIe siècle, qui lui
combat les Suédois qui dominent à l'époque la Baltique et qui font une incursion jusqu'en Ukraine pour le combattre et qui s'allie à l'hetman Mazepa, qui était l'hetman des Cosaques de l'Ukraine, pas de Zaporozhye, pour combattre Pierre le Grand. Alors dans des conditions extrêmement défavorables, et ils sont battus, décimés, tout ça, et Pierre le Grand triomphe à Poltava. C'est une grande ville d'Ukraine actuelle, ce qui est célébré par les Russes, par les Moscovites, je veux dire, chaque année. L'historien Alexandre Skirda continue à retracer dans l'émission Trou Noir de 2014 l'histoire guerrière de l'Ukraine et de la Russie. Il raconte, je n'ai pas tout mis bien sûr dans notre émission Civis Pacem, la victoire de Pierre le Grand qui change le destin de l'Ukraine qui va dépendre de plus en plus de la Russie, Catherine II qui élimine les Cosaques, les guerres napoléoniennes qui déciment les paysans, la guerre de 14 et la révolution russe qui provoque une nouvelle guerre civile. Cette guerre civile va se prolonger jusqu'en 1924. Staline qui utilise la famine en 1932 pour soumettre les paysans. La guerre de 39 qui entraîne l'invasion de l'Ukraine par l'armée allemande, ce qui fait des millions de morts dans les affrontements avec l'armée soviétique. Et la fin de l'URSS, quand les oligarques russes et ukrainiens en profitent pour piller le pays. Depuis que l'URSS a disparu, il y a des groupes de politiciens alliés à des bandits, disons, à des gangsters, des droits communs, qui se sont emparés de pans entiers de l'économie. Y compris sur le plan agricole, je te le disais. Oui, sur le plan, une partie, oui. Mais enfin, surtout de l'industrie, des mines. Ils ont commencé par s'emparer des banques, parce que les banques, c'est par où passer l'argent. Ensuite, ils ont organisé une évasion fiscale, ils en ont mis partout, en Belgique, en Suisse, il y a à Chypre et tout. Et ils ont pillé les richesses du pays et les finances du pays, comme en Russie d'ailleurs, et comme ailleurs, dans toutes les anciennes républiques de l'URSS, c'est exactement le même phénomène. Peut-être plus accentué encore en Asie centrale, où c'est le népotisme, c'est-à-dire que c'est l'ancien premier secrétaire du parti qui est devenu le président et qui est devenu un quasi-monarque et qui veut que son fils lui succède. C'est au Kazakhstan, par exemple, à Aliyev. Donc là, il y a une présence. Effectivement, d'ailleurs, j'ai eu, comme ça en passant, j'ai lu quelques articles sur la mafia ukrainienne qui a l'air effectivement très puissante et très forte. Ah oui, elle vit de toutes les combines, elle est en contact avec les autres mafias d'Europe centrale. Il y a la traite des femmes, il y a la drogue, il y a tout, ils trafiquent de tout. Les mafias, par définition, touchent à tout pour gagner de l'argent. Et Yanukovych est lié donc à cette mafia. Oui, c'est ce qu'on appelait le parti des régions, mais en fait, oui, c'est ça, c'était la mafia organisée de l'Est, dont un certain Rinat Akhmetov, dont un nom qui signifie qu'il est d'origine musulmane, qui est le plus grand oligarque de l'Ukraine, et qui possède les mines et tout ça, ce qui paraît invraisemblable, mais qui s'est réfugié à Kiev dernièrement, parce que les insurgés actuels de la région l'ont bouté hors, et ils ont récupéré la propriété, enfin officiellement les biens, et ils veulent créer une région autonome, c'est-à-dire fédérée à la Russie. Ou alors, d'abord, ils ont parlé de fédéraliser en Ukraine. Mais comme le Kiev n'a pas voulu, donc ils ont proposé à la Russie. Mais là, il y a aussi un autre larron qui est en coulisses, c'est les Américains, qui sont toujours obsédés par leur approvisionnement en énergie, par le gaz. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que le gaz passe, une partie du gaz passe par l'Ukraine. Et sans compter les richesses naturelles de l'Ukraine, les terres, les minerais et tout ça. L'uranium, etc. Oui, il y a des minerais très rares. Alors, évidemment, ils ornent là-dessus. Il faut signaler à ce propos qu'il y a une grande diaspora ukrainienne à travers le monde, et près de 4 millions d'Ukrainiens d'origine ukrainienne aux États-Unis et au Canada.
alors qui sont très bien organisés, qui ont leur presse, leur église, enfin leur Jordan, tout ça, et qui évidemment sont intervenus dans les affaires du pays. Là, par exemple, on a parlé de 400 mercenaires américains, c'est peut-être des fils ou des migrés ukrainiens qui se sont engagés pour venir libérer le pays ou je ne sais quoi. Oui, parce que moi j'ai lu au moment de l'occupation de Maïdan, c'est une place, c'est quoi? Oui, ça veut dire place, oui. Une grande place, et j'ai lu que bon, il y avait des tentes là qui avaient été livrées d'un seul coup, etc. Donc, alors c'est vrai ou c'est faux, j'en sais rien, moi, ça dépend des sources qu'on lit, mais enfin, en tout cas, il y avait des soupçons que c'était pas complètement spontané, quoi. Non, mais c'est des organisations non gouvernementales, des ONG, oui, des ONG, mais qui sont en fait tenues par les Américains, par les agences, la CIA et autres, qui fournissent... oui, en plus, j'ai lu, alors ça, de sources assez sûres, que la CIA avait bien étudié tout le phénomène d'occupation des places à divers endroits, notamment dans les pays arabes. Et probablement qu'ils en ont tiré les leçons. Enfin, moi, il y a eu un travail que j'ai lu là-dessus. Il y a quelque chose qui est très important, qui dans la presse française n'a pas été signalé, mais par contre, il a été dans la presse allemande. Oui. C'est que les tirs meurtriers par fusil à Maïdan, à Kiev, sont d'origine, ont été tirés par des bâtiments contrôlés par les manifestants. Ah oui. C'est-à-dire que ce n'étaient pas les policiers officiels, c'était des gens non identifiés qui étaient dans ces bâtiments, qui ont tué indistinctement et les policiers et les manifestants. D'ailleurs, ce qui est assez révélateur, c'est qu'il y a une commission d'enquête qui a été créée là-dessus. Ils avaient des balles d'un calibre qui n'étaient pas utilisées par l'armée ukrainienne ni par les policiers ukrainiens. Et après la fin des affrontements, ils sont allés retirer ces balles qui étaient dans des bois ou des trucs comme ça pour qu'il n'y ait pas de traces. Mais bon, il y avait quand même des traces dans les corps. Oui, bah oui. Et donc, à mon avis, il y a des services américains derrière, ça c'est pas évident. En Allemagne, ça a été signalé, ça. Mais en France, non. En France, enfin, c'est paru en petite... Moi, la source que j'avais lue qui parlait un peu de ce que tu dis, je crois que c'était une source anglo-saxonne, mais alors je ne m'en rappelle plus exactement ce que c'était. Mais ce n'est pas un texte en français, en tout cas. Non, mais il y a des faits majeurs de ce genre, comme le massacre de Sarajevo, là, du marché, qui avait été fait par les musulmans eux-mêmes, pour attirer la riposte de l'OTAN, qui a été le signal du bombardement de la Serbie. Donc c'est des manipulations des provocations qui sont dirigées pour orienter l'opinion publique internationale et justifier des agressions. Oui, mais surtout avec l'écho maintenant, avec les télévisions et tout ça, très rapidement, un événement peut être utilisé, voire déformé, et puis servir de prétexte. Quoi. Là, dernièrement, il y a un avion de l'armée ukrainienne qui a été abattu. J'ai vu ça récemment. Oui. Ils ont trouvé des rations alimentaires américaines. D'accord. Donc là, je veux dire, c'est flagrant. Et puis, il faudrait voir s'il n'y a pas des conseillers américains parmi les victimes, parce que par exemple, pour piloter les hélicoptères ou les avions, je ne crois pas qu'il y a des Ukrainiens d'Ukraine qui puissent bombarder des bâtiments et tuer des populations civiles. À mon avis, c'est certainement des mercenaires. Pour comprendre la gravité et le caractère aigu de ce qui se passe là-bas, il est indispensable de se référer au passé. Parce que toutes ces haines cuites et recuites au cours des siècles explosent maintenant. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ce que les médias actuels n'expliquent pas. Alors, quelles pourraient être les perspectives d'entente? Actuellement, il n'y a que des rapports de force. Alors, le nouveau président ukrainien Poroshenko, il joue à fond sur l'Ouest, sur l'Europe occidentale, mais attention, ils ont tellement volé que les caisses sont vides, le pays est en ruine, et l'Europe ne veut pas renflouer les caisses et
et restaurer l'économie du pays. Parce que déjà, elle a ses propres problèmes. Alors. Donc, elle n'est pas tellement intéressée à intégrer l'Ukraine dans l'Europe. Oui, qui d'ailleurs a une dette importante vis-à-vis de la Russie, en tout cas en ce qui concerne le gaz. Oui, mais d'une manière générale, tout est, je veux dire, dévasté. Alors, c'est énorme comme tâche. Et je doute que, surtout dans la situation actuelle, l'Europe veuille se substituer économiquement, du moins, au pays. L'Amérique, pareil, les États-Unis aussi. Les États-Unis, maintenant, leurs centres d'intérêt stratégiques sont en Asie, enfin au Pacifique, ou au Proche-Orient, enfin au Moyen-Orient, avec le pétrole, en Pacifique, parce qu'ils ont les industriels japonais, chinois et tout, qui les fournissent, et donc l'Ukraine ne leur apporte rien. Donc tout ça, c'est un jeu politique pour contrer Moscou, pour maintenir les appétits de Poutine et autres. Mais là, c'est à contresens, parce que là, ce qu'ils ont fait, ils ont soudé l'opinion publique russe derrière Poutine. Tout ça, c'est devenu, je veux dire, une question nationale, et ils sont violemment anti-européens, anti-américains et anti-occidentaux d'une manière générale, maintenant. Alors donc, c'est contre-productif, cette politique-là. La voie de la raison eût été établir des antennes de renseignement dans la région du pays pour savoir ce que veulent les gens, organiser des référendums, éventuellement, en toute clarté, parce que là, en Crimée, ça s'est passé un peu vite, en toute clarté, et à ce moment-là, prendre les mesures adéquates. S'il fallait diviser l'Ukraine pour la fédéraliser en plusieurs régions autonomes ou je ne sais quoi, pourquoi pas. Mais là, non, c'est pas la voie qui a été choisie. Mais est-ce qu'on peut dire qu'on est aux portes d'une guerre civile? Est-ce que c'est déjà une guerre civile? C'est déjà une guerre civile. On peut dire que c'est une guerre civile. Le nombre de morts, ça dépasse déjà 500 morts, je crois, depuis le mois d'avril, sans compter avant. C'est une véritable guerre civile et qui ne risque pas de s'arrêter, parce que du côté de Kiev, ils ne veulent faire aucune concession. Il parlait de Poroshenko, dernièrement, de faire une amnistie, de déclarer une amnistie aux insurgés. Mais les insurgés, ils n'en veulent pas. L'amnistie, ils veulent rester maîtres chez eux, c'est-à-dire qu'on ne décide pas à leur place. Et évidemment, pour nous, libertaires, c'est un peu troublant, parce qu'ils ils mettent des icônes des saints orthodoxes, tout ça, sur leurs barricades et tout. Soi-disant, ils mettent leur orthodoxie en avant. S'ils mettaient, disons, nos idées libertaires en avant, ça serait différent. Mais là, ça prend un aspect presque de lutte religieuse, de conflit religieux. Et donc, les régions en question, c'est la région la plus à l'est, ou est-ce que ça va un peu plus loin? C'est plus à l'est. C'est-à-dire, et d'ailleurs, ils ont voulu l'appeler Nouvelle-Russie. Telle que l'avait appelée Catherine II à l'époque. Cette même région avait été appelée, qui avait été conquise sur les Tatars, avait été appelée Nouvelle-Russie, où il y avait d'ailleurs Gouliepole, c'est-à-dire la région makhnoviste. Et alors actuellement, ça recoupe cette même région. Alors, mais bon, la population est partagée dans les villages, dans les villes. Il y en a qui veulent rester ukrainiens et indépendants, d'autres qui veulent être ukrainiens mais plus proches de la Russie. Enfin, je veux dire, il y a des oppositions dans une même famille, comme toutes les guerres civiles. C'est pareil. Alors donc, dans les médias, je vois pas tellement d'issue pacifique. Malheureusement. Enfin, c'est quand même une poudrière, donc est-ce qu'il n'y a aucun projet sérieux de fédéralisme, comme tu l'as dit, que ce soit de l'intérieur de l'Ukraine ou des pays qui essaient... Non, mais Kiev, ils sont tellement tranchés, ils ne veulent pas dialoguer, ils ne veulent pas établir de négociations. Poutine leur a dit, leur a suggéré sans arrêt d'entamer des négociations avec... non, ils ne les reconnaissent pas, et donc... ils vont dans le mur. C'est-à-dire que s'ils n'entament pas des
des rapports, des négociations avec la population de l'Est, de la rive Est du Dniepr, de l'Ukraine, il n'y a aucune chance d'apaisement. Et tel que c'est parti, c'est pas prêt de s'arrêter. J'avais lu, je sais pas... À moins d'un retournement de situation, mais par exemple, Kiev pourrait évoluer si l'Europe faisait une pression, et les États-Unis aussi. Mais non, on dirait que l'Europe obéit aux États-Unis, qui ont intérêt à ce que ça continue et que ça, au contraire, que ça s'exacerbe, parce que ça permet d'exercer une pression sur Moscou. En 2014, dans l'émission Trou Noir de nos amis Serge et Monique, l'historien Alexandre Skirda, spécialiste de la Russie et de l'Ukraine, en rappelant l'histoire guerrière de l'Ukraine, avait déjà prévu les drames humanitaires provoqués par le conflit d'aujourd'hui. Nous avons reparlé aussi dans cette émission de la famine utilisée comme arme de guerre par Staline en 1932, et aussi de l'arme de l'énergie, et particulièrement de l'énergie nucléaire utilisée aujourd'hui par Poutine. Les peuples ukrainiens et russes sont à nouveau victimes de forces entretenues par leurs armées et par les armées étrangères. Alors si les pacifistes ont du mal à se faire entendre dans le fracas des armes, ils continuent pourtant à espérer que les belligérants pourront un jour s'entendre et faire preuve de compassion pour leur population. À la fin de notre émission, il me reste donc à remercier l'émission Trou Noir pour son entretien avec Alexandre Skirda, l'émission de 28 minutes sur Arte pour le reportage sur l'Holodomor, l'émission La Grande Table du Vendredi de France Culture pour l'entretien avec la réalisatrice Agnieszka Holland sur l'histoire du journaliste Gareth Jones, et je vous recommande aussi la lecture du livre de Marc Andevelde, Guerre cachée, les dessous du conflit russo-ukrainien, pour mieux comprendre l'enjeu de la guerre actuelle en Ukraine. À la semaine prochaine. Ciao, ciao. Nous ne voulons plus de guerre, nous ne voulons plus de sang. Halte aux armes nucléaires, halte à la course au néant. Devant tous les peuples frères qui s'emporteront garants, déclarons la paix sur terre, unilatéralement. La force de la France, c'est l'esprit des Lumières, cette petite flamme au cœur du monde entier, qui éclaire toujours les peuples en colère, en quête de justice et de la liberté. Nous ne voulons plus de guerre, nous ne voulons plus de sang. Halte aux armes nucléaires, halte à la course au néant. Devant tous les peuples frères qui s'emporteront garants, déclarons la paix sur terre, unilatéralement. Parce qu'ils ont un jour atteint l'universel, dans ce qu'ils ont écrit, cherché, sculpté ou peint. La force de la France, c'est Cézanne et Ravel, c'est Voltaire et Pasteur, c'est Verlaine et Rodin. Nous ne voulons plus de guerre, nous ne voulons plus de sang. Halte aux armes nucléaires, halte à la course au néant. Devant tous les peuples frères qui s'emporteront garants, déclarons la paix sur terre, unilatéralement. La force de la France, elle est dans ses poètes qui taillent l'avenir au mois de mai des mots. Couvrez leurs yeux de cendre, tranchez leurs gorges ouvertes, vous n'étoufferez pas le chant du renouveau. Nous ne voulons plus de guerre, nous ne voulons plus de sang. Halte aux armes nucléaires, halte à la course au néant. Devant tous les peuples frères
qui s'emporteront garants. Déclarons la paix sur terre, unilatéralement. La force de la France, elle sera immense, défiant à jamais et l'espace et le temps. Le jour où j'entendrai reprendre ma romance dans la réalité de la foule chantant. Nous ne voulons plus de guerre, nous ne voulons plus de sang. Halte aux armes nucléaires, halte à la course au néant. Devant tous les peuples frères qui s'emporteront garants. Déclarons la paix sur terre, unilatérale.